Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables, émission spéciale ce matin sur le climat, toute la journée sur nos antennes de France Télévisions. Nous serons mobilisés sur le sujet à cette occasion au tour d'horizon de nos initiatives bretonnes en faveur du climat et pour la protection de la planète. Et en notre compagnie, Charlène Di Franco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice de l'association des idées plein la terre, située à Dole de Bretagne. Vous œuvrez pour la transition écologique, sociale et solidaire auprès de tout public. On parlera notamment d'éducation à l'environnement. Nous nous arrêterons aussi dans la ville de Lorient pour vous faire découvrir une initiative unique en France. Quand des citoyens investissent dans les énergies renouvelables, ça donne une société citoyenne qui loue des panneaux solaires à la ville. Les détails, ce sera avec vous. Jean-Luc Danet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité de gestion de On s'y met. Et les entreprises aussi s'y mettent à leur façon. Coup de projecteur sur Celawatt que vous dirigez, Jean-Paul Caroff. Bonjour. Bonjour. Vous transformez du papier en watts de cellulose, un isolant écologique de plus en plus utilisé. On parle d'une vingtaine d'emplois créés dans les ESAT. Depuis vos débuts, vous nous raconterez. Et puis nous parlerons du festival alimentaire avec vous, Agathe Neveu, un festival de films documentaires sur l'agriculture et l'alimentation. Et car, comme vous le dites si bien, notre avenir se joue dans nos assiettes. Vous nous expliquerez. Bienvenue à tous les quatre. On avait envie d'abord d'entendre les citoyens que vous êtes. Après cet été 2022 quasi extrême niveau climat, on parle de sécheresse, canicule, incendie, orage. Qu'est-ce que vous vous êtes dit cet été, Charlène Di Franco, quand vous avez constaté tout cela ? Eh ben, moi, je me suis demandé comment ça allait impacter la population. Parce qu'on est dans l'association, on est un peu des convaincus. On a des personnes qui sont déjà convaincues qu'il y a un changement à venir. Et moi, je me demandais vraiment personnellement comment cette sécheresse allait permettre de faire évoluer un peu plus les mentalités vers une prise de conscience du changement climatique. Et justement, depuis septembre, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé, vous, avec le public que vous côtoyez ? Je n'irai pas jusque-là quand même. Ouais. On a les choses qui évoluent parce qu'on a des projets nouveaux qui arrivent, on a des attentions nouvelles de la part des écoles ou des collectivités qui viennent nous chercher pour travailler un peu plus sur des projets. Après, le grand public, je pense que c'est dans le temps que ça va s'inscrire. Vous avez eu le sentiment, peut-être autour de vous, qu'il y a eu un avant-après cet été, Jean-Paul Caroff, ou pas ? Oui, un petit peu. On voit de toute façon que nos ventes aussi augmentent. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le fait que l'énergie la moins chère, c'est que l'on ne consomme pas. Donc aujourd'hui, l'énergie est très très chère. Donc les gens commencent à isoler leurs bâtiments de plus en plus. Et pour moi, ça c'est important. On a aussi par rapport aux problèmes climatiques, la chaleur d'été, nos produits qui sont quand même très innovants, on appelle ça le déphasage. La chaleur met beaucoup plus de temps à rentrer dans les bâtiments, donc sont plus adaptés aussi au réchauffement climatique aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans les esprits, Agathe Neveu ? Vous faites partie des optimistes ou des gens qui se disent on n'y est pas encore quand même Disons que moi j'ai eu un peu peur cet été quand même, mais j'arrive à allier à la fois un combat personnel et professionnel en essayant d'éduquer à la solidarité, au changement. Voilà, ça donne de l'espoir. Au quotidien, on travaille avec des professionnels de l'éducation, avec des futurs citoyens aussi. Voilà, nous, au Réseau Bretagne Solidaire, on a à cœur de mettre en avant la solidarité internationale, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui se replie un peu sur lui-même. Et ces valeurs de solidarité sont fondamentales. Donc voilà, ça donne aussi de la force. Il est grand temps là. Jean-Luc Danet, vous êtes plutôt du côté d'Agathe Neveu, ça donne la force de vouloir y aller, ou est-ce que quelque part cette urgence climatique, elle vous pèse au quotidien ? Elle pèse bien sûr, à moi comme à tout le monde, mais on a vraiment senti un changement. Vous voyez, depuis la rentrée, on est très sollicité. Les communes se disent maintenant il faut qu'on y aille. Bon, ça on a cette sollicitation d'un côté, et d'un autre côté, lorsque l'on présente ce que l'on fait, comme hier notamment à Plomeur, eh bien il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent voilà, on voudrait bien être tenu au courant de ce que vous faites. Ils nous laissent leur email. Enfin, il y a je pense qu'on est passé un cap. Il y a une écoute qu'il n'y avait pas, peut-être ? Tout à fait.
Ouais. Tout à fait. Un intérêt. Un intérêt aussi. Un intérêt, bien sûr. Il y a un mot aussi qui était entré dans notre vocabulaire, c'est l'éco-anxiété. Donc cette angoisse liée aux multiples crises que l'on traverse. Peut-être dans votre association, Charline Di Franco, puisque vous côtoyez des jeunes, des tout jeunes, comment ils traversent cette éco-anxiété? Est-ce qu'on en parle et est-ce qu'ils la vivent? Nous, c'est un grand débat qu'on a à l'association en ce moment. On a fait les rencontres régionales du réseau d'éducation environnement il y a 10 jours. Et ça a été un gros sujet phare. Comment nous, dans nos métiers d'animateurs, on peut aborder cette peur, cette crainte, la tristesse, l'anxiété, parce que ça représente un peu tout ça. Comment on l'aborde avec les enfants? Du coup, est-ce que c'est... c'est compliqué, c'est entre le ressenti. Ouais, on leur montre des choses et ils n'ont pas forcément, eux, le pouvoir d'agir, parce que c'est plutôt leurs parents qui l'ont. Donc ça peut créer aussi des dissonances chez les enfants de savoir... moi, on me demande de ne pas acheter du Made in China, mais qu'est-ce que l'enfant de 8 ans, il peut choisir à ça? Et du coup, c'est aussi la question de rester plutôt dans l'émerveillement, la découverte de la nature, apprendre aussi son environnement, même au sens global, parce que c'est la nature... qu'il y a autour de nous, mais ça peut être la nature en ville, même les choses qui font notre quotidien. Ça veut dire que ça vous oblige à revoir votre façon de procéder parfois ou d'amener les choses? Oui, de nous questionner, même nous en tant qu'animateurs. Il y a 5 ans, on leur apprenait à trier les déchets, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour les accompagner dans ce changement? C'est un perpétuel réflexion. Oui, sans cesse. Alors vous menez un certain nombre d'ateliers d'éducation à l'environnement et justement, qu'est-ce qu'on va chercher avec les jeunes? C'est vraiment les sensibiliser, leur faire prendre conscience de leur environnement? Ça va dépendre un peu des projets. Ce qu'on aime bien faire, c'est de partir de leurs questions. On aime bien mener des enquêtes un peu, aujourd'hui, c'est quoi la question que tu te poses et du coup, comment on va essayer d'y répondre ensemble. Sur l'exemple de l'énergie, vu qu'on est plusieurs à en parler, ça va être, c'est quoi la question c'est quoi l'énergie déjà? Comment ça fonctionne dans ton école énergie? C'est qu'est-ce qui génère de l'énergie dans ton école? Et c'est quoi les questions qui te viennent? Donc c'est pourquoi on n'éteint pas les lampadaires la nuit, qui est plutôt du bon sens pour eux parce qu'ils dorment la nuit, donc ils en ont tous à l'intérêt. Mais ça va être qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'eau? Voilà, ça va être un peu des questions comme ça. Donc on écrit leurs questions et puis après on part à la recherche des réponses avec eux. D'accord. Et ça passe par aller questionner. Aller questionner le maire, la mère, aller questionner la personne qui s'occupe de la cantine, qui va s'occuper de la chaudière de l'école, donc c'est aller les rencontrer ces personnes et c'est eux qui vont les poser leurs questions. Et vous sentez qu'à chaque fois il y a un basculement, ils se rendent compte, ils saisissent enfin certaines choses? Je pense ça lance une démarche de la compréhension d'un mot qui est énorme. Énergie pour des enfants, c'est flou, c'est abstrait. Donc c'est les amener déjà dans cette compréhension-là de ce qui est autour d'eux et comment ça fonctionne. Alors justement, sur cette question de l'énergie, les initiatives se multiplient en France, mais aussi en Bretagne. Illustration à Combrit, dans le Finistère. Des familles ont participé à un défi national de sobriété énergétique. On regarde et on revient tout de suite après. Installer des multiprises avec interrupteur, réduire la température de son logement ou encore utiliser un wattmètre pour surveiller la consommation des appareils, des gestes habituels pour Lucille Lachaussiérois. Éviter les ouvertures incessantes du frigo en est un autre. Le frigo, nous avons essayé de nous organiser pour l'ouvrir de façon raisonnée et donc de centraliser un peu nos besoins. Et donc, lorsque l'on l'ouvre, on va aller récupérer tout ce que l'on veut prendre pour le repas, par exemple. Mis bout à bout, ces gestes tout simples ont un effet significatif sur la facture. Anne Richard fait aussi partie des 6 familles qui ont relevé le défi. Elle a changé beaucoup de ses habitudes, comme être plus vigilante sur les heures creuses ou arrêter de chauffer son cabanon, par exemple. J'ai réduit de 78% ma consommation électrique entre cette année et l'année dernière, et ce qui représente une économie de 60 € par mois. C'était un peu un challenge, on regardait, on venait de mettre la machine à laver, avec mon mari on allait voir qu'est-ce qu'on a consommé, etc. Et si on réduit le cycle de lavage, qu'est-ce que ça fait? Un défi stimulant aussi pour la commune à l'initiative de cette opération. Combrit investit dans les centrales photovoltaïques et a déjà entrepris plusieurs changements. Nous sommes intervenus au niveau de l'éclairage public, de la rénovation thermique des bâtiments et puis le remplacement des chaudières au fioul dans le but de réduire nos consommations à effet de serre. La commune espère diminuer de 10% sa consommation en un an.
Porté par le succès des habitants qui ont relevé le défi de sobriété énergétique, l'objectif pourrait être revu à la hausse. Voilà pour cette initiative dans le Finistère. Et côté énergie, il s'en passe aussi des choses à Lorient. Ça commence par des citoyens qui investissent dans les énergies renouvelables. Expliquez-nous, Jean-Luc Danet, qui sont ces citoyens qui ont décidé un jour de se mettre en collectif et de vouloir investir dans les énergies renouvelables? Tout est parti d'une association. Ouais. Des gens qui se sont retrouvés autour de l'idée d'agir, en fait. Je crois que c'est ça. D'agir et de développer des énergies renouvelables en impliquant au maximum des citoyens. Et donc ça, c'était en 2015 déjà. Et depuis, lorsqu'on veut agir, il faut créer, il nous a semblé vraiment intéressant de créer une société et avec cette société d'agir, d'acheter du matériel. Et puis, lors de rencontres organisées sur le pays de Lorient, on a rencontré des gens de la ville de Lorient et on s'est dit que l'on pourrait développer un modèle de location de matériel. Et c'est ça qui fonctionne en autoconsommation depuis 2015. Alors justement, vous dites ces panneaux fonctionnent en autoconsommation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Alors, surtout, ça ne veut pas dire que le bâtiment équipé de nos panneaux sera suffisamment pourvu en énergie avec les seuls panneaux. Non, il reste connecté au réseau, mais lorsque les panneaux produisent, l'électricité est consommée sur place. Dans le bâtiment, que ce soit une école, que ce soit la mairie ou que ce soit un magasin, parce que nous avons équipé aussi 2 magasins Biocoop de panneaux photovoltaïques. Et qu'est-ce que ça change finalement pour ces structures, comme la ville de Lorient, de faire appel à vous? Ça leur coûte moins cher, elles ont un intérêt pécunier ou ça va au-delà de ça? Alors les deux. Les deux. Bien sûr que c'est un investissement qu'ils n'ont pas à faire, mais dans le budget d'une mairie, ce n'est pas énorme. Par contre, ça leur permet de partager leur envie de développer. On l'a vu tout de suite, le maire parlait de développer de l'énergie renouvelable. De la partager avec les citoyens de la commune, c'est une idée qui nous a semblé vraiment intéressante et qui a semblé intéressante aussi à nos interlocuteurs de la municipalité. Peut-être pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre comment ça fonctionne finalement cette société citoyenne. Il y a un côté très entreprise, mais c'est aussi des personnes qui décident de se mettre ensemble. Oui, tout à fait. Alors, c'est une société, c'est une société de projet, mais on a un fonctionnement vraiment coopératif. Chaque personne qu'elle possède une action ou 10 ou 20, parce que certains sont gourmands, a le même poids en assemblée générale. Et donc une personne, une voix, ça c'est notre règle première. Et la deuxième, c'est que nous ne distribuons pas de dividendes. Mais nous faisons en sorte que la valeur de l'action évolue, et dans le bon sens. Elle a pris un petit peu de valeur depuis la création de la société, ce qui fait que lorsque les gens partent, ils partent avec une petite plus-value. Et c'est qui ces gens qui décident de se mettre en société citoyenne? Alors il y a vous, mais quel est le profil de ces personnes? Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà convaincus, des gens qu'on a réussi à convaincre et qui rejoignent l'aventure? Oui. À l'origine, en effet, c'était des gens convaincus, bien sûr. C'était des gens qui avaient envie d'agir. Et puis, on a essayé d'élargir le cercle et actuellement, on est à 179 personnes. Donc, ce ne sont pas tous des militants écologistes. D'accord, comme ça c'est clair. Voilà, on essaye d'élargir et d'aller le plus possible vers monsieur et madame tout le monde. Vous connaissiez, Jean-Paul Caroff, ce système Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs expérimentations comme ça en France sur des coopératives citoyennes de production d'énergie. Et même nous, à notre niveau, en tant qu'entreprise, on réfléchit aussi à avoir notre propre production d'énergie le plus près possible de l'utilisation. Justement, pour ces collectivités à qui vous louez ces panneaux solaires, combien de pourcentage d'électricité ils arrivent à produire grâce à vos panneaux solaires? Alors, c'est assez modeste, il faut bien le dire. Pour ce qui est de la collectivité pour Lorient,
c'est difficile à dire puisque les panneaux, les 80 panneaux quand même, qui sont installés sur la mairie, le compteur est groupé avec la piscine, avec le théâtre, et c'est très modeste, c'est de l'ordre de quelques pourcents. D'accord. Par contre, un magasin que le dernier magasin que nous avons équipé, on peut dire qu'on est aux alentours de 15% quand même de la consommation. Donc ça dépend de son positionnement géographique ? Oui. D'accord, oui, ça change plus ou moins. Et de sa consommation, bien sûr. Ah bah oui, donc plus on consomme et plus on consomme, voilà. Oui, d'accord. Justement, sur cet aspect un peu de mobilisation citoyenne, Charlène Di Franco, c'est vraiment aussi un pilier de votre association. Et vous avez envie aussi de fédérer de plus en plus différents acteurs, justement. Oui, on a toujours travaillé vraiment avec beaucoup d'acteurs. D'ailleurs, finalement, on travaille avec deux ici, on ne savait pas avant de venir. Très bien. Et en fait, on a toujours travaillé en partenariat. Il y a très peu de projets qu'on fait tout seul, qu'on mène un peu tout seul, alors peut-être des fois dans les écoles, et encore, même sur l'énergie, on est en partenariat avec la coopérative énergie renouvelable. Donc du coup, on a toujours été un peu dans l'animation de réseau, d'acteurs qui travaillent tous ensemble sur l'éducation environnement. Donc là, c'est le cas sur Saint-Malo agglomération en ce moment, mais aussi territoire local. Et dans ce cadre-là, on a lancé le festival Bouche Tabé, du coup, qui est un festival pour mobiliser et motiver les habitants à venir à la rencontre de toutes les initiatives locales. C'est ce qui manque parfois, de faire des ponts entre différentes structures, Jean-Luc Danet. Eh bien... Ça a été facile, vous, par exemple, d'aller chercher la ville de Lorient ? On est bien intégré quand même dans le tissu lorientais. On travaille avec Aloen, on a des bons contacts avec l'Aglo. Les ponts, on les a. Les ponts, on les a. Et on travaille régulièrement avec autant d'acteurs que possible, aussi bien d'ailleurs dans l'alimentaire. Il y a une grosse association qui s'appelle Optimisme. Nous avons fondé avec l'ALEC, avec Optimisme et avec Bouc Hémisphère, un groupement d'employeurs. C'est un petit monde où vous connaissez tous, ce que je vous vois acquiescer de la tête, alors que moi je découvre cette association. J'imagine que ça vous parle à vous aussi, cette idée de cercle vertueux. Jean-Paul Caroff, c'est ce qui vous a aussi poussé finalement à lancer Celawatt. Tout à fait. Nous, on en a besoin de matières premières secondaires, donc du papier journal, pour transformer en watts de cellulose. Donc oui, il faut continuer à trier, parce que plus le tri est fait en amont, plus on peut après utiliser cette matière première. Et on s'est appuyé évidemment sur tout le tissu associatif local. Donc il y a plus de 800 associations aujourd'hui qui collectent pour nous de la matière première. Et donc nous, on rachète cette matière et comme ça permet de financer aussi tous les projets que portent toutes ces associations qui sont souvent en déficit justement de moyens financiers pour pouvoir porter un petit peu tout le travail qui est fait sur le terrain. Parce que c'est vraiment, je tiens quand même à remercier tout le travail des associations qui apportent quand même à l'économie bretonne énormément de choses. Et donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une première étape qui est importante, c'est de récupérer du papier. Pour récupérer ce papier, vous faites appel à des partenaires. Tout à fait. C'est ça, qui sont des associations dont parfois participent des idées plein la terre. Et comment vous avez réussi justement à créer toute cette dynamique autour de vous ? C'est le fait de parler de notre projet, et après c'est du bouche à oreille. Ça permet aussi de faire connaître le produit final. Et ce sont toutes les visites que l'on fait aussi au sein de l'entreprise, pour les associations, pour les associations de parents d'élèves, pour les écoles, qui viennent visiter un petit peu la transformation. Et ça leur montre un projet réel d'économie circulaire, de valorisation d'une matière première qui est présente sur le territoire, qu'il faut juste capter et valoriser. Et donc, tout le travail a été vraiment de faire connaître un petit peu notre initiative. Et après, ça se fait naturellement, et par les réseaux, par le fait justement qu'on se connaisse aussi très vite tous. Ça a des avantages. C'est assez facile de faire du lien. Et pour chaque association qui récupère des papiers, elle a une contrepartie. Tout à fait. On va donc capter avec nos propres matériaux sur les associations. On met des bennes à disposition. Un camion passe collecter, il pèse la matière qui est dans le bac. Et derrière, nous, on fait après des bons d'achat et on rémunère les associations. C'est plus de 2,5 millions qui ont été reversés depuis le début de l'aventure Celawatt. Et cette idée de vouloir recycler ces papiers, elle vous est venue comment ?
On travaillait sur tout ce qui était éco-construction, donc à partir de l'isolation, à partir de bottes de paille déjà à l'époque. On travaillait sur de la filière chanvre, développer la filière chanvre pour le bâtiment en Centre-Bretagne. Ça se développe de plus en plus. Et donc tous ces matériaux-là, on les connaissait, on savait où les mettre et comment les utiliser dans le bâtiment. Et on n'avait pas d'unité de production de ouate de cellulose sur la France à l'époque. Et on trouvait pertinent justement d'associer cette collecte pour pouvoir développer toute une filière liée au bâtiment et à l'isolation efficace. Alors vous avez aussi construit des liens avec des ESAT. Quelle est leur mission au personnel qui sont affectés Tout à fait, donc il faut rendre aussi à César d'où vient l'idée justement de ces lawattes. Ça a été porté par un ESAT Légionnaire d'Or qui est près de Morlaix, qui cherchait un travail pour leur personnel vieillissant et donc lançait un atelier de surtri de papier. Ils pensaient que c'était pertinent, donc on a réalisé une étude. Et par rapport à cette étude et les gisements que l'on pouvait capter sur le territoire, on a essayé de trouver des filières. Et justement, pour le papier journal, une des filières, c'était la ouate de cellulose. Et donc, on s'est lancé, on a créé l'unité de transformation, le maillon manquant, en fin de compte, dans l'histoire, pour pouvoir faire avancer le projet. Et c'est aujourd'hui une vingtaine d'emplois. Oui, tout à fait. C'est plusieurs ESAT qui ont après ont dupliqué ce modèle-là sur d'autres ESAT. Et voilà, et du coup, ils surtrient. Voilà, ils récupèrent des gisements de papier mélangés, papier, carton, magazine, papier blanc de bureau et papier de couleur. Et tout ça est trié sur des tables de tri tranquillement et rémunéré derrière en fonction des tonnages qui sont triés. Et justement, combien de tonnes par an vous récupérez ? Là, on travaille sur plus de 5500 tonnes là, aujourd'hui. D'accord. Donc c'est énorme, il faut voir le prix le poids d'un papier, d'un journal, donc ça en fait quand même beaucoup. On travaille en partenariat aussi avec le Télégramme et l'Ouest France, justement, qui permettent à leurs gisements, à eux, d'être triés justement dans ces ESAT, et ce sont les ESAT après qui nous les ramènent pour qu'on les transforme. Donc c'est tout un partenariat entre entreprises, ESAT, associations, qui permet de faire vivre une filière pertinente. Et justement, ça aussi, ça vous permet d'être indépendant, parce que vous pourriez racheter assez facilement, entre guillemets, ce papier-là, mais vous faites le choix de faire travailler un certain nombre d'acteurs sur le territoire. C'est dans nos priorités de travailler sur les circuits courts. C'est vrai que pendant un moment, vu qu'on manquait de matière, vu que c'était mal trié sur la Bretagne, on était obligé d'acheter ça sur des marchés internationaux. Donc les déchets ont leur propre cours au niveau boursier. Donc ça monte, ça descend, donc c'est jamais stable. Donc on peut avoir comme ça des très grosses variations de prix sur ces matières premières. Et ça vient de très très loin. Il faut savoir qu'une partie de nos papiers repartent en Chine, par exemple, pour être transformés en sopalin ou dans d'autres produits, alors qu'on peut les transformer localement. C'est bête de faire justement des kilomètres, des camions sur la route, rien que pour nos déchets qui pourraient être valorisés ici localement. Alors nous, on a envie de savoir comment vous transformez ce papier journal en isolant thermique. On va voir une vidéo qui va s'afficher. Comment ça se passe ? C'est très long déjà Ah non, ça va très très vite, mais tout est automatisé. C'est un gros robot qui va, à partir de plusieurs broyeurs et plusieurs, on va enlever les agrafes par exemple. On a des aimants, des électroaimants qui viennent justement enlever un petit peu toutes les impuretés dans notre produit. Et derrière, après, tout ça, c'est amené par pneumatique ou par tapis. Et c'est en sachet. Ça met à peu près 10 à 15 minutes à être transformé. Ça va très, très vite. On travaille à plus de 3 tonnes à l'heure. Et donc, du coup, voilà, c'est plusieurs semi-remorques qui partent de Morlaix tous les jours pour aller isoler les bâtiments. Et c'est un matériau qui est de plus en plus utilisé dans la construction ? Oui, parce qu'il y a quand même l'empreinte carbone qui apparaît quand on construit un bâtiment. On commence à calculer cette empreinte carbone là, sur les bâtiments. Et vu que notre empreinte carbone à nous est très faible, du fait de tous ces avantages, on a des meilleures notes que d'autres produits. Donc, de plus en plus. Et il y a aussi toute la réflexion, j'en parlais tout à l'heure, de ce qu'on appelle le déphasage de la chaleur, le temps que la chaleur met à rentrer dans le bâtiment, qui commence aussi à rentrer en ligne de compte. Avant, on ne parlait que de la capacité à isoler d'un matériau. Aujourd'hui, un matériau amène énormément plus de choses, de bienfaits pour le bâtiment. Et ce côté déphasage-là est très important. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette aventure, Jean-Luc Danet, de cette entreprise et de l'économie sociale et solidaire? Vous vous revendiquez de cela et c'est important pour vous. Oui. C'est super. Ouais. Super. Rien à dire. Super, non. Et vous avez tout à fait raison. Il faut d'abord commencer par l'économiser, cette énergie, qui est, pas spécialement difficile à produire, mais enfin, moins on en consomme, mieux on est, quoi. Oui.
On n'a pas besoin d'être spécialiste justement pour s'emparer de ces questions d'énergie. C'est aussi ça le message, parce que moi, de mon point de vue de citoyenne lambda, j'ai toujours l'impression que c'est hyper compliqué, hyper complexe. Est-ce qu'il y a ça aussi à désacraliser? Il faut le démystifier, en effet. Ouais. Il faut le démystifier. On ne commence pas par parler de kilowatts ou de kilowattheures. Ouais, c'est ça, dès que j'entends ça, ça me fait peur, par exemple. Je ne vous demanderai pas. D'accord, merci. Non, mais il faut... si vous voulez, la situation est tellement anxiogène, comme on disait tout à l'heure, qu'il faut faire, quoi. Qu'il faut faire et chacun a sa façon de réagir. Nous, on peut dire que l'on produit... Chaque actionnaire, chaque sociétaire de On s'y met peut dire qu'il produit plus d'énergie en moyenne qu'il n'en consomme. D'accord. Bon, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Alors, on a parlé énergie, recyclage, économie sociale et solidaire, éducation à l'environnement. Il y a aussi un élément fondamental quand même dans nos vies. Ça se passe au minimum 3 fois par jour. C'est l'alimentation. Agathe Neveu, de quel constat êtes-vous partie en lançant le festival alimentaire? Parce que c'est plusieurs associations qui ont décidé de proposer cela. Oui, en fait, le festival alimentaire, c'est un réseau. On parlait de réseau. On est typiquement là-dedans. C'est un festival qui est coordonné à l'échelle nationale par une association qui s'appelle le Comité français pour la solidarité internationale. On a le petit logo à l'écran. Et en fait, on est parti du constat que notre modèle agricole aujourd'hui a de nombreuses limites et défaillant à de nombreux égards. La guerre en Ukraine nous le montre. La sécheresse et les conséquences du dérèglement là, qu'on a vécu cet été nous l'a montré. Il produit énormément d'inégalités dans le monde. Et donc là, l'urgence, il y a 15 ans, le festival a 15 ans cette année, c'était d'informer. Et au-delà d'informer, de proposer des espaces d'échange et de débat pour que les citoyens et les citoyennes puissent se réunir et discuter des pistes d'action concrètes. Et donc, en fait, les films documentaires qui sont projetés pendant 6 semaines chaque année sur tous les territoires, en fait, c'est un festival national, voire international, il y a des projections en Afrique de l'Ouest, se déclinent en régions. Chez nous, ça se passe en Bretagne. C'est coordonné par le réseau Bretagne Solidaire. Et chaque structure, l'idée, c'est que toute structure, une association, une collectivité, une structure jeunesse, un établissement scolaire puisse s'emparer et organiser une projection sur son territoire. Et donc ainsi organiser des échanges. Voilà. Le débat est très important. Il y a souvent, voire même quasiment toujours, des intervenants qui viennent enrichir le débat. Donc cette année, c'est 9 films qui sont projetés. Et dans la sélection, il y a un film breton, Le Dernier des laitiers, un film de Mathurin Péchet. Donc voici la bande-annonce et on en discute tout de suite après. Autour de chez moi, les vaches sont encore là, dans les champs. Mais pour combien de temps? Après les poulets et les cochons, il paraît que c'est à leur tour de suivre la voie de l'agriculture industrielle. Depuis 50 ans, ma région, la Bretagne, est une terre d'élevage. Ici comme ailleurs, les fermes grossissent et se concentrent. Mais demain, que restera-t-il ? Dans le Finistère, voilà l'évolution du nombre de fermes laitières depuis les années 70. C'est l'histoire d'un lent plongeon, rythmé par les crises et la marche en avant du progrès. Elles sont moins de 2000 aujourd'hui. Et si je continue la courbe, en 2050, il pourrait bien n'en rester qu'une. Voilà un film qui interroge sur l'avenir, qui est un petit peu anxiogène, on continue sur la thématique malheureusement. Quelle a été la démarche de Mathurin Péchet pour ce film justement ? En fait, Mathurin Péchet est de Douarnenez. Et pas très loin de chez lui, un jour, il a vu un panneau « La guerre du lait ».
Et donc il s'est interrogé. C'est un réalisateur qui a l'habitude de faire des enquêtes et des reportages sur le modèle agricole, notamment en Bretagne. Et donc il s'est interrogé. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti de ce constat. Aujourd'hui, il y a une diminution du nombre d'éleveurs laitiers dans le Finistère, mais c'est le cas partout en Bretagne. Il y a une augmentation du nombre d'hectares par ferme. Et si on suit cette courbe, peut-être qu'il ne restera qu'une ferme dans le Finistère. Et donc il est allé enquêter pour comprendre d'où vient ce système, mais aussi aller interroger des éleveurs qui font autrement. C'est un peu l'ADN du festival alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur des constats qui peuvent être terriblement anxiogènes, mais voilà, d'aller donner la parole à des gens qui proposent des solutions alternatives. Et justement, comment se passe la sélection des films? Puisqu'on parle de 9 films qui seront projetés en France, mais dans 12 autres pays. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir un film plutôt qu'un autre? En fait, la dimension internationale est assez importante, c'est-à-dire qu'on a tendance à oublier que ce qu'on consomme ici, c'est un impact à l'autre bout du monde et vice-versa. Il y a des interdépendances entre ici et là-bas. Donc, quasiment tous les films de la sélection donnent à voir ces interdépendances pour ne pas... Voilà, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Effectivement, le local sera très important, mais n'oublions pas aussi l'impact qu'on peut avoir ailleurs. Donc la dimension internationale, les propositions de pistes concrètes aussi, et puis évidemment la dimension esthétique des films. Ce sont des films qui sont beaux à voir. Regardez, Et quels sont les thèmes qui seront explorés dans cette sélection? Alors, donc, la question du lait, la précarité alimentaire, c'est un gros sujet quand on parle d'alimentation. La diminution des ressources halieutiques, l'impact de la surpêche, notamment en Gambie. Un film en République démocratique du Congo qui donne à voir des luttes paysannes, des paysans qui se sont organisés pour essayer d'atteindre une autonomie alimentaire sur leur territoire. Le glyphosate également, des films qui questionnent les intrants chimiques, un vaste sujet, notamment chez nous en Bretagne. Donc, c'est assez varié. Et à chaque fois, voilà, ça donne des clés pour réfléchir, comprendre et agir, retrouver son pouvoir d'agir aussi en tant que consommateur. Et il y a combien de projections prévues en Bretagne? Vous en êtes à combien pour l'instant? Alors, il y a des projections scolaires et des projections tout public. Entre ces deux formats, on est à 200 cette année. C'est une grande réussite. Voilà, on est très, très ravis. Ça questionne forcément ce qui se joue dans nos assiettes, Charline Di Franco? Une projection à la fin du mois aussi. D'accord. Que vous avez initié avec quel type de public? Du coup, nous, on a des groupes. Notre association, elle fonctionne en groupe de bénévoles qui se rassemblent pour monter des projets ensemble. Et on a un groupe qui travaille sur les projections débats. Et du coup, qui propose plusieurs fois par an des projections débats. Et donc, cette année, ils ont fait le choix de se raccrocher au film alimentaire. Donc, on a 2 projections avec un repas de producteurs prévu sur une soirée. En semaine, mais je n'ai plus la date. Il faut aller voir sur notre site internet. C'est pour un public plus adulte. Oui, nous, c'est des formats vraiment grand public, famille. Et comment vous abordez la question de l'alimentation tout au long de l'année, vous? C'est une bonne question. L'alimentation, on en parle dans nos animations, parce qu'on a c'est une thématique qui revient dans nos animations scolaires. On travaille beaucoup avec le lycée des Vergers à Dole de Bretagne, qui est le lycée agricole. Donc on ne vient pas que parler alimentation ou agriculture avec eux, on vient ouvrir un peu à toute thématique, mais c'est aussi une thématique qu'on aborde. Et puis on travaille beaucoup avec nos producteurs locaux. Quand vous disiez qu'on travaille avec les partenaires locaux, il y a les associations, mais il y a aussi tous nos producteurs. Et cette année, à Bouche-Tabé, tous les producteurs bio locaux ont fourni le repas, les boissons de l'événement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la COP27 a démarré en Égypte. Forcément, j'avais envie de vous interroger sur la question. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous suivez de manière religieuse, presque plus qu'un citoyen lambda, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis à distance avec les années? Jean-Luc Danet, je vois que vous baissez la tête. Vous serez le dernier à répondre à cette question. Peut-être Jean-Paul Caroff, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est un temps fort? Ça m'interroge chaque fois. C'est vrai que quand on regarde,
la COP27, donc la 27 réunion des chefs d'État sur le sujet. On a peur que ça n'avance pas assez vite, mais c'est vrai que mine de rien, les thématiques sont quand même abordées. On aimerait que ça aille beaucoup plus vite. On voit l'urgence qui arrive, là, on voit tous les problèmes qui arrivent très très vite. Et moi, en tant que personne, oui, j'aimerais que ça avance beaucoup plus vite. Et que nos réflexions, qui sont globales, on travaille peut-être sur un isolant, mais on a une vision un peu plus globale. On a des problèmes sur la ressource, voilà. On va avoir des conflits d'usage, comme on dit, sur la ressource alimentaire, soit pour faire de l'énergie, soit pour en faire des isolants, soit pour en faire d'autres choses. Et toutes ces questions-là sont importantes, mais on aimerait évidemment que ça aille beaucoup plus vite. Aujourd'hui, la vision d'une terre qui est finie, pour moi, on est encore à des réflexions d'État, des prises de conscience qui sont simplement au niveau de l'État, alors qu'elles devraient être d'un point de vue beaucoup plus global, d'un point de vue de la Terre. Et ça, je trouve que c'est encore limitant. Qu'est-ce qui manque à ces COP qui s'enchaînent et dont le constat est toujours le même, ça n'avance pas assez vite? Charlène Di Franco. C'est une bonne question. Je vous avoue que moi, je fais partie de ceux qui regardent ça de loin. Ouais, maintenant, vous avez fait ce choix-là. Oui, je ne sais pas si c'est un choix, mais de fait, dans nos associations, on travaille fortement au local. Donc, on se soucie beaucoup des politiques locales, de nos communautés de communes, du pays. Nous, c'est Pays de Saint-Malo, avec qui on travaille beaucoup à cette échelle-là. Et c'est vrai que la dimension un peu État international, elle est loin de nous, citoyens, des fois. Et puis, justement, peut-être les déceptions passées, elles montrent un peu, des fois, l'inaction qu'il peut y avoir, alors qu'on, dans nos métiers, on se sent plutôt dans l'urgence. Donc, pour vous, il faudrait peut-être presque un changement de paradigme. Partir du bas, peut-être, pour aller vers le haut? Oui, peut-être. Ou en tout cas, arriver à reconnecter le tout, pour qu'il y ait un lien réel, que les combats se fassent un peu à toutes les échelles. Si on peut parler comme ça. Jean-Luc Danet, je ne vous ai pas oublié. Est-ce que pour vous, finalement, aujourd'hui, cette COP27, justement, ça reste une machine à décevoir, comme le dirait un co-auteur du rapport du GIEC, François Gémen? Quand je pense à la COP27, je me rappelle la COP21 et l'élan et Fabius pleurant presque d'émotion. Il avait les larmes aux yeux, effectivement. Je dis, mais alors que les objectifs de la COP21 ne sont toujours pas atteints. Depuis, on en a eu quelques-unes. Alors, bien sûr que moi, je regarde ça avec un petit peu beaucoup de distance, quoi. Et je me dis que finalement, plutôt que d'attendre des choses, des politiques qui n'avancent pas, eh bien, nous, dans notre coin, on fait un petit peu comme le colibri. On fait notre part, on produit petitement, mais on le fait vraiment et on fait participer des citoyens au projet. On pense forcément à Pierre Rabhi qui nous a quittés. Exactement. Le petit colibri, on lui doit bien ça. Agathe Neveu, est-ce que vous faites partie aussi de ces gens qui disent ça brouille quand même le message, et les citoyens, ça peut aussi les désengager de voir qu'on crée tout ce raout avec tous ces États et qu'au final, on n'arrive pas à avancer. On se dit, moi aussi, je ne vais rien faire, ou moi aussi, c'est bon, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup, voire tout, du politique. Moi, je fais partie des personnes qui considèrent que l'échelle locale et la dimension individuelle est très, très importante. Mais en même temps, on ne peut pas se passer du politique. Il y a des décisions qui sont à prendre là-haut, même à l'échelle planétaire, en fait. Donc, moi, je vais suivre quand même. Moi aussi, je vous rassure, je suis obligée. Ça me paraît important. Mais il faut se bouger aussi à l'échelle locale, que ce soit par l'éducation, par l'énergie. Il faut y aller, quoi. Tout le monde a une responsabilité. Tu parlais individuellement, mais aussi collectivement. C'est-à-dire qu'il y a des décisions individuelles, mais nous, on travaille sur plutôt le pouvoir d'agir collectif, parce qu'individuellement, effectivement, on peut arrêter notre robinet pendant qu'on se brosse les dents, mais c'est pas ça qui va sauver la planète, entre guillemets. Mais du coup, c'est aussi des actions collectives qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi à l'association, en se disant, venez adhérer à notre association, et si vous avez des idées, peut-être que tout seul, vous aurez peur de les mettre en place, mais peut-être qu'à 20, on va le faire. C'est ce deuxième niveau-là, en fait. C'est ça. Des individuels
individualité collective qu'on doit créer. Le collectif est hyper puissant en fait, et c'est comme ça qu'on avancera. Aujourd'hui, l'individualisme nous a amenés là où on en est, et donc par des assos qui sont ultra locales, par des événements qui font se rassembler des gens pour réfléchir, c'est comme ça qu'on y arrivera. Je crois que ce sera la conclusion de notre émission. Pour celles et ceux que ça intéresse, le festival alimentaire, c'est jusqu'au 30 novembre. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet. Merci à tous les 4 pour cette discussion passionnante et ces initiatives formidables. On continue à parler climat, environnement toute la journée sur nos antennes. Et ce soir, retrouvez en direct sur France 2 Aux Arbres Citoyens, une émission événement présentée par Léa Salamé et Hugo Clément. C'est à partir de 21h10. Quant à nous, on vous dit à demain. Très belle journée sur France 3 Bretagne.